Alors, le tribunal, la plainte, le procès, pour beaucoup de personnes victimes de violences, ces mots font beaucoup peur. Soit parce que le système semble trop long, trop incertain, trop émotif. Il y en a plusieurs qui trouvent que le système pénal ne vient pas répondre à leurs besoins. Ils cherchent souvent quelque chose qui vont être plus entendus, que ça va pouvoir réellement changer les choses, trouver un sens à ce qui s'est passé pour eux dans leur vie. Alors, bienvenue au deuxième épisode de L'autre porte. Je m'appelle Lauriane, je suis intervenante au Calax Stress pour elle. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'être accompagnée de deux autres personnes qui viennent de deux autres organismes. Alors, j'ai Luc Simard qui vient de Iki Justice. Bonjour, Luc. Bonjour. Et il y a Chantal Lachance qui vient du Centre de justice réparatrice. Bonjour, Chantal. Bonjour. Donc, leurs approches sont très en commun et on va essayer de voir aujourd'hui aussi comment elles sont semblables, mais aussi parfois peut-être différentes. Puis on va surtout essayer de vous éclairer par rapport là, à l'accès au système de justice réparatrice, puis de voir qu'est-ce que vous pourriez apprendre un petit peu plus sur ça. Alors, peut-être que je commençais par avoir une petite introduction. Comment vous pourriez définir qu'est-ce que c'est la justice réparatrice? Comment ça se passe dans vos organismes plus précisément? Luc, si on commence avec toi. La justice réparatrice. Bon, c'est sûr que c'est un concept qui est assez large, donc je pense qu'effectivement, il est important de l'indexer pour chacune des organisations. Alors pour nous, c'est l'idée d'une justice qui fait d'abord place à l'ensemble des personnes qui sont impliquées dans une situation et qui considère comme point de départ la question des torts qui ont été causés. Alors, si on veut considérer les torts qui ont été causés, on doit principalement s'adresser à la personne victime et là, elle devient centrale dans ce qui est mis en place pour gérer la situation. C'est ce que je dirais rapidement. Okay. Chantal, est-ce que ça va dans le même sens? Est-ce que c'est différent de votre côté ou... Non, ça va dans le même sens. Mais nous, au CSJA, je dirais que c'est un espace de dialogue entre justement des personnes qui ont été victimes et des personnes qui ont été auteurs de crimes ou de violences. Et nous, on inclut toujours le volet de membres de la communauté parce qu'on pense que le crime concerne justement, comme tu disais, l'ensemble des personnes. Alors, on a un membre de la communauté qui est bénévole, qui participe aux échanges. Fait qu'on a parlé un peu de crime, de tous ces aspects légaux. Est-ce qu'une personne doit avoir fait une démarche de justice légale? Est-ce qu'elle doit avoir été poser une plainte, quelque chose, pour pouvoir avoir accès au système de justice réparatrice dans vos deux services? Non. Chez nous, non. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui... on a en place des programmes qui permettent, à l'intérieur même des systèmes, à l'intérieur même des programmes légaux, de pouvoir créer des espaces d'échange aussi. C'est des choses qu'on a négociées avec l'État en matière de justice pour mineurs, puis en matière de justice pour adultes, de sorte que des gens qui sont identifiés par le système comme ayant commis des délits peuvent aussi bénéficier, et leurs victimes, d'espaces d'échange. Ça, c'est aussi possible à l'intérieur des programmes plus judiciaires, mais ce dont on va parler principalement aujourd'hui, ça s'adresse davantage à des gens qui soit sont passés à travers un système de justice plus traditionnel, avec des questions, avec des attentes qui n'ont pas été complètement répondues et qui souhaitent avoir un complément en venant vers nous pour créer un espace d'échange avec l'autre. Donc, principalement l'auteur du crime, ou c'est des gens qui n'ont pas eu l'opportunité ou n'ont pas souhaité aller vers les processus judiciaires, cherchent plutôt des chemins parallèles, je dirais, pour pouvoir aborder ces questions-là. Fait qu'il n'y a vraiment pas de dépendants l'un de l'autre. Non, pas du tout. OK. Chantal, de ton expérience, est-ce que les gens vont souvent faire les deux en parallèle comme parle Luc, ou c'est vraiment souvent soit le légal ou la justice réparatrice? Bien, tout dépendamment. Nous, les personnes auteurs, la plupart là, ont été judiciarisées, mais pour les personnes victimes, c'est vraiment différent. On sait que le système peut être assez lourd parfois. Certaines personnes ne l'ont pas fait, sont en voie de le faire, la plainte, ou ont décidé de ne pas la faire. C'est variable. OK, très variable. Fait que quand vous parlez aussi tu sais, qu'il y en a qui sont peut-être incarcérés ou qu'il y en a qu'il y a déjà des projets qui se font directement avec les personnes qui sont en prison, qui sont incarcérées, est-ce que c'est votre cas aussi, Chantal? Oui, on peut se déplacer en détention ou on le fait en communauté dans nos services. OK. Même chose aussi, semblable? Ou... Oui, absolument. Donc, c'est ouvert. On prend les personnes où elles sont.
Oui, c'est ça. Puis volontaire, hein, aussi, c'est ça que je comprenais. Absolument. Donc, Toujours. toute personne qui fait partie du processus est volontaire. Tout à fait. Ouais. Moi, ça me questionne aussi pour les gens issus de la communauté, de voir un peu, tu sais, qui sont ces personnes-là, pourquoi elles sont intéressées de participer, puis c'est quoi peut-être le profil ou c'est quoi leur motivation à s'impliquer? Bien, c'est des personnes bénévoles qui s'intéressent justement à la communauté, à ce qui se passe dans la société. Ils ont plusieurs motivations. Il y en a qui veulent être davantage impliqués. Il y en a d'autres qui veulent trouver une façon de mieux comprendre ce qui se passe au niveau du crime, de la violence. Et puis, en fait, ce sont des gens qui, comme je vous disais, qui sont bénévoles, qui suivent une mini-formation, parce qu'évidemment, là, c'est pas comme être animateur, mais qui sont accompagnés dans le processus et puis qui veulent faire une différence. Et ce qu'on voit, c'est que parfois même, par la suite, dans leur propre vécu, mais ils en font une différence parce qu'ils ont évolué. Ils ont compris des choses, ils ont pensé à comment intervenir. On en avait un qui disait, bien maintenant, moi, quand je vais être témoin de quelque chose qui s'apparente à la violence conjugale, mais je vais intervenir. Au lieu de me tourner la tête et de me mêler de mes affaires, mais je vais intervenir. Wow! C'est vrai que c'est super bénéfique aussi là, pour lui. Puis qu'est-ce que ça peut avoir comme impact sur la victime? En fait, les victimes, autant les victimes que les auteurs apprécient beaucoup la présence des membres de la communauté. Certains vont même leur préparer des questions parce que c'est un lieu qui est sécuritaire en ce sens que aussi on peut se parler ouvertement. Il n'y a pas d'enjeu de faire plaisir, de craindre les représailles, de décevoir, d'avoir... Ils vont dire les vraies choses et ils peuvent s'adresser à des gens, monsieur et madame tout le monde, si on peut dire ça comme ça, et à qui ils peuvent parler ouvertement, poser des questions, avoir leur opinion validée, parfois se sentir compris, se sentir aussi reconnus dans ce qu'ils ont vécu, alors que plusieurs ont été seuls face à la situation où des gens ne se sont pas impliqués. Effectivement, je pense que l'isolement, puis le fait de se sentir seul, toute la culpabilité aussi que ça peut amener, ben là, le fait d'être reconnu, d'être entendu par quelqu'un d'autre, j'imagine que ça peut amener un petit soulagement auprès des victimes, puis peut-être même, justement, de toutes les personnes de la communauté, là. Oui, puis des personnes auteurs aussi qui sont heureuses de pouvoir entendre ce que les gens peuvent penser d'eux. On en a un, il y a 2 semaines, qui s'est tourné puis qui a dit « Est-ce que tu me perçois comme un monstre? » Parce que lui, il portait toute la culpabilité, la honte pendant des années, mais il était content de pouvoir parler à quelqu'un qui était là pour écouter puis se prononcer. Et c'est pas nécessairement d'être toujours d'accord ou on peut réagir, on reste des humains, mais au moins il y avait un espace sécuritaire où on pouvait discuter avec quelqu'un de la communauté. Tout le monde est gagnant, hein, vraiment, là, je vois que... Ouais. Puis, tu sais, je voyais dans les différents documents aussi qu'on mettait de l'avant le dialogue, fait que, tu sais, je trouve ça beau aussi, puis j'ai l'impression que peut-être qu'on a de moins en moins les espaces pour ça, pour pouvoir s'exprimer. Qu'est-ce qui est le procès judiciaire aussi, on n'a pas d'espace, là, la plupart du temps, pour pouvoir dire ce qu'on pense, ce qu'on ressent. Fait que de là, justement, d'ouvrir les portes, puis de pouvoir laisser la place à s'exprimer, là. Super. Peut-être, juste pour revenir, la magie du montage le fera, mais si on y va pas à pas au niveau là, de... Tu sais, si je cogne à la porte de votre organisme, on peut commencer par Luc, si je cogne chez vous puis que je veux avoir des services, comment ça se passe? Qu'est-ce qui est offert à moi là, si, par exemple, je suis victime là, de violences sexuelles? Ben, alors, à ce moment-là, il y a quelqu'un qui va prendre la demande et qui va te jumeler à un médiateur ou une médiatrice qui va pouvoir entrer en contact avec toi. Tu veux que je te fasse tout le processus? Oui, ben ouais, allons-y. Idéalement, OK. Ouais. Alors, ça va être plus simple aussi. Oui, je pense. Alors, ce médiateur-là va entrer en contact avec toi, va te rencontrer dans ce qu'on appelle, nous, un premier espace d'exploration. Donc, quelqu'un qui vient chez nous n'est pas nécessairement déjà en train de s'inscrire dans une démarche d'échange avec l'autre. Donc, il peut être juste dans un espace de réflexion pour voir qu'est-ce qui s'est passé, où est-ce que tu en es, quels sont tes besoins, quels sont tes attentes, qu'on puisse regarder qu'est-ce qu'on peut offrir comme processus d'accompagnement. Puis à ce moment-là, si la médiation devient une option, si l'échange devient une option, à ce moment-là, on va regarder ensemble, toi puis moi, comment on va l'inviter, l'autre.
à cette démarche-là parce que c'est une invitation qu'on fait. Hein, c'est volontaire. Et parce que je veux que ce que je vais lui traduire à l'autre au moment où je vais l'inviter, que ce soit tes mots à toi qui entendent, pour qu'ils comprennent ce pourquoi tu l'invites à cette démarche-là. Avant d'aller vers lui, hein, nommons lui, en tout cas, plus souvent qu'autrement, c'est comme ça que les choses se passent. On va scénariser, toi et moi, quel peut être le retour qu'il nous fait. Alors, si jamais il dit oui, bon, et si jamais il dit non, parce qu'il faut qu'on puisse l'envisager et que tu saches dès le départ que après que j'ai eu le contact avec lui, je vais revenir vers toi dans une rencontre où je vais pouvoir t'exprimer là, ce qu'il a dit et son souhait d'y participer ou pas. À partir du moment où, si par exemple il disait non, ben là, on va regarder ensemble ce que tu avais envisagé comme perspective dans un contexte comme ça. Qu'est-ce qui te reste comme avenue? Qu'est-ce que tu vas faire de tout ça? Qu'est-ce que tu vas faire des attentes que tu avais formulées à l'égard de ce processus-là? Si jamais il dit oui, ben là, va commencer de part et d'autre un travail de préparation que nous, on appelle des ateliers de communication qui va permettre d'envisager l'ensemble des dimensions de cette démarche-là jusqu'au moment où l'échange pourra avoir lieu entre vous. Puis on parle d'un délai de combien de temps entre justement les ateliers puis le moment où ils se rencontrent? Écoute, ça peut être quelques semaines, ça peut être quelques mois, ça peut être même plus que ça. On travaille au rythme des gens. Ça. Donc, c'est un processus qui va prendre le temps que chacun des deux puisse préparer. S'il y en a un qui dit, ben moi, je serais prêt, puis à ce moment-là, l'autre ne l'est pas tout à fait, ben je vais dire, écoute, j'ai quand même encore un peu de travail à faire avec l'autre avant de penser qu'on puisse là, vous mettre en contact. Bon, fait que c'est super sain aussi dans le respect du rythme de tout le monde, c'est bienveillant. On donne aussi les outils, de ce que je comprends. Je trouve ça le fun, ces ateliers-là. J'imagine que tout le monde pourra en bénéficier dans la société, des petits ateliers de communication, de comment adresser les choses. Puis là, après ça, ben, quand c'est le bon moment, les personnes se rencontrent, accompagnées de quelqu'un d'autre, accompagné de médiateur, j'imagine? Oui, le médiateur est là du début à la fin. C'est ça. Ça, c'est ça. Ça, c'est non négociable. Ce qui est négociable, par contre, c'est que si les gens souhaitent venir accompagner. Ça, c'est aussi possible. Donc, si ils ont le souhait de venir avec quelqu'un qui leur est significatif, à ce moment-là, on regarde. Et c'est sûr que c'est quelque chose qui doit être convenu entre les deux personnes. Donc, si par exemple, tu disais, écoute, moi, je veux venir accompagner de ma meilleure amie, parce qu'elle a toujours été un soutien pour moi dans cette démarche-là, d'abord, on va regarder ensemble quel rôle tu veux qu'elle joue. Est-ce que tu veux qu'elle soit dans la salle avec nous? Est-ce que tu veux qu'elle soit à côté pour être là quand la rencontre sera terminée? Quel rôle tu veux qu'elle joue? Si tu veux qu'elle soit dans la salle, à ce moment-là, je vais l'aborder aussi avec l'autre pour voir comment, et qu'il n'y ait pas de surprise à l'effet que tout à coup, tu arrives accompagné et qu'on comprenne le rôle qu'elle vient jouer, tout ça. Et c'est vrai et pour l'un et c'est vrai et pour l'autre aussi. OK. Wow! Fait que c'est des belles... j'imagine que ça amène à des belles rencontres, des beaux échanges aussi qu'il peut y avoir. Est-ce qu'on parle d'une seule rencontre ou ça peut parfois mener à plusieurs? Ça peut être plusieurs. Plus souvent qu'autrement, c'est une, parce que, bon, c'est pas... les gens ont besoin d'aborder des questions, ils s'y sont préparés. Mais il est possible parce qu'après la rencontre, puis on parle de rencontre, mais l'échange peut être de différentes formes, là, en fonction, ça peut être à l'audio, ça peut être un échange de lettres, ça peut être... Tout ce qu'on a comme processus de communication actuellement peut être mis à contribution pour permettre à ces gens-là d'échanger. Donc, après la rencontre, après la démarche, on fait une rencontre là, pour faire le point individuellement. Où est-ce que tu en es par rapport à bon et tout ça, puis voir est-ce qu'il y a des choses qui restent en suspens que tu aimerais pouvoir aborder dans le cadre d'une deuxième démarche. Là. OK. Fait que dans ce cadre-là, la personne va vraiment rencontrer l'auteur du crime, donc la personne qu'elle connaissait puis qu'elle a pu identifier. Dans la rencontre d'exploration qu'on fait avec la personne, si elle dit, écoute, moi, j'ai assurément des questions, pour lesquelles j'aimerais pouvoir obtenir des réponses, mais l'idée de le rencontrer lui,
c'est pas ce que je souhaite, du moins pour l'instant. Okay. Donc, est-ce qu'il serait possible de pouvoir rencontrer quelqu'un qui aurait pu faire un même type de crime et qui accepterait? À ce moment-là, c'est possible. Okay. Mais qu'on le fasse. Ou si, par exemple, elle me dit, si jamais je veux le rencontrer, mais s'il veut pas, est-ce qu'il serait possible que je puisse rencontrer? Oui, c'est possible. À ce moment-là, on regarde les possibilités. Et pour nous, le travail demeure sensiblement le même. C'est un travail de préparation où elle va avoir à envisager ce qu'elle souhaite lui dire, ce qu'elle est prête à entendre et tout ça. On va regarder l'ensemble de ces questions-là et on va trouver quelqu'un qui va accepter lui aussi de participer à cette démarche-là. Fait qu'on est vraiment dans quelque chose de volontaire, là. C'est super beau, c'est super sain aussi, puis ça a l'air d'être, en tout cas, adapté au rythme aussi de tout le monde. Ah, ça, c'est bien important chez nous. Ouais. Wow. Fait que chez vous aussi, d'ailleurs. Ça, c'est clair. Ben, c'est ça. Fait que ça fait le tour pour Équijustice. Si on reprend la question du début, pas à pas, comment ça se passe si j'appelle chez vous, victime de violences sexuelles, puis je désire avoir vos services? Comment ça se passe? Bien, nous aussi, on va avoir une première rencontre avec un agent chez nous, là, une personne qui les accueille, qui leur explique quels sont les services, qui prend le temps de comprendre quels sont les besoins, les motivations, parfois aussi les appréhensions. Et ensuite, dépendamment là, de leur désir de poursuivre, parce que, bon, il peut, comme tu disais, c'est toujours une démarche qui est libre, alors ils pourraient décider que c'est pas pour eux, mais s'ils décident de poursuivre, mais là, on prend le temps de bien comprendre leur situation et éventuellement, on va faire ce que nous, on appelle un pairage. Donc, on va trouver des personnes, parce que chez nous, c'est des personnes qui ne sont pas liées par le même crime. Donc, c'est des victimes indirectes et des auteurs indirects d'un crime semblable. Donc, on va trouver un pairage qui correspond évidemment à la nature du crime, mais aussi à tout ce qu'ils ont vécu ensemble. Alors, est-ce qu'il y a des aspects particuliers qu'ils veulent aborder? Par exemple, il y en a qui vont vouloir aborder tout l'aspect de la culpabilité. Il y en a qui vont aborder la peur de mourir. Donc, on va tenir compte de tout ça. On va ensuite, évidemment, tu parlais, Luc, de la préparation, mais la préparation, c'est ce qu'il y a de plus important. Donc, on va prendre le temps de présenter le pairage, qu'est-ce qu'ils en pensent, et ensuite, on va faire une rencontre de préparation avec les animateurs. Donc, nous, on a toujours 2 animateurs qui prennent le temps de rencontrer chacune des personnes. Et je ne veux pas reprendre tout ce que tu disais, mais bon, évidemment, quels sont les enjeux, qu'est-ce qui est important pour toi, quelles sont tes appréhensions, qu'est-ce que tu aimerais dire, qu'est-ce que tu aimerais mieux comprendre, as-tu des questions? Donc, pour bien les accompagner, on leur explique le déroulement des rencontres. Et évidemment, on est là pour répondre à leurs questions. On va fixer les rencontres. Chez nous, on a des démarches qui sont plus d'ordre individuel, donc soit une personne offenseur avec une personne victime, ou des démarches de groupe. Évidemment qu'on va leur expliquer la présence d'un membre de la communauté, ce que ça représente. Et suite aux rencontres, dépendamment, c'est 3 rencontres quand c'est des face-à-face, parce que c'est plus facile à gérer au niveau des temps de parole, mais quand on est en groupe, on vient découper un petit peu les rencontres parce qu'il y a plus de personnes et on veut s'assurer que tout le monde peut bien s'exprimer. Et nous, après la fin de la démarche, environ de 3 à 6 mois plus tard, on fait une rencontre bilan, tout le monde ensemble, pour voir où on en est rendu. Est-ce qu'il y a des prises de conscience supplémentaires qui sont faites? Est-ce qu'il y a des choses qu'on veut partager à l'autre? Etc. Fait que j'imagine qu'au Centre de services de justice réparatrice, ce qu'il y a de différent d'Équijustice, c'est les rencontres de groupe. Dans le fond, c'est ce que j'en comprends, qu'il y a comme cet aspect-là de plus, puis le fait que ça soit pas nécessairement le pairage avec l'auteur du crime. C'est ce que je comprends qui vous distingue entre les 2 services. Est-ce qu'il y avait d'autres choses qui m'échappent ou... Ben, je sais pas trop, mais effectivement, ça ressemble à ça, cette idée-là. Nous aussi, on travaille dans l'indirect, mais la structure est un peu différente. Somme toute, moi, ce que j'aime dans tout ça, c'est l'idée que il y a différentes perspectives pour des personnes qui souhaitent entreprendre une démarche. Et dépendamment de ce qu'ils souhaitent, ils peuvent aller vers une organisation ou une autre. J'ai déjà, moi, travaillé avec une femme dont c'était une histoire c'était pas une histoire de violence conjugale, c'était une histoire d'homicide.
Et elle avait d'abord fait une démarche avec le Centre de services de justice réparatrice. Quand je l'ai rencontrée, moi, elle était en cours de démarche avec eux. Et cette démarche-là, c'était pour elle, dans son cheminement à elle, c'était une première étape. Et en cours de processus, elle croyait que ce serait ça, sa démarche à elle, mais ça lui a donné l'envie, le besoin de rencontrer le meurtrier. Et donc, elle avait entamé la démarche où moi je l'ai accompagnée, et on avait convenu qu'elle terminerait d'abord ce qu'elle avait entrepris avec le Centre de services de justice réparatrice, ne serait-ce que pour mesurer tout l'impact que cette démarche-là aurait sur elle et sur le sens que ça donnerait sur sa démarche avec l'auteur de l'homicide. Fait que ça peut être complémentaire là, Tout à fait. comme service, c'est super riche. Puis justement, ça m'amène à cette question-là, tu sais, c'est qui les gens typiques qui vont venir vers vous? Est-ce que, tu sais, on le sait, évidemment, le silence fait partie beaucoup des conséquences des victimes de violences sexuelles, de pas en parler avant 5, 10, 15 ans. Est-ce que pour vous, les gens viennent vous voir quand ça fait des années que le crime a eu lieu? Est-ce que c'est souvent jumelé avec une démarche psychosociale? Peut-être, c'est quoi les gens types qui viennent cogner à votre porte, s'il y en a un portrait? Chez nous, c'est très variable parce Ouais. qu'on a des gens qui en fait, je pense que le trait commun, c'est que justement, oui, ils ont cheminé, ils ont envie d'aller à cette étape-là, puis ils vont relativement bien, ils sont assez stables pour être capables de s'engager dans cette étape-là. Alors, le cheminement est tellement personnel pour chacun. Il y en a qui vont avoir besoin de beaucoup de thérapie, de rencontres diverses, alors que d'autres moins. Mais pour nous, au niveau de nos personnes victimes, c'est assez variable. C'est vrai. Mais quand Ça même, dépend. ce qui résonne aussi, c'est qu'ils vont bien. Fait qu'ils sont rendus là, sûrement, dans leur processus où il y a une ouverture à vouloir aller là, plus que d'être dans un moment de crise ou un moment de réalisation, un moment de prise de conscience là, qui peut amener d'autres conséquences qu'on va gérer en premier, puis après ça, on va se rendre vers d'autres démarches. Là. Oui, c'est essentiel pour offrir un climat sécuritaire de s'assurer que la personne est prête. C'est essentiel. Est-ce que vous pourriez refuser de faire la démarche avec quelqu'un qui serait pas rendu là ou qui serait... Oui, Ouais. il faudrait refuser. Ouais. Il faudrait lui expliquer. Ça nous arrive parfois de leur expliquer qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas en mesure de poursuivre avec eux. Parfois, ça va être seulement une pause. Ils vont aller poursuivre leur démarche. Parfois, ils vont prendre d'autres avenues. Mais on se doit de le faire par respect et par éthique. On ne les aiderait pas, puis on pourrait même leur nuire. Puis encore une fois, je pense que c'est le mot sécurité aussi qui revient, c'est qu'on assure un espace sécuritaire pour tout le monde là, qui fait cette démarche-là. Super. Luc, est-ce qu'il y a une clientèle typique ou... Tu disais, il faut que la personne soit bien ou soit rendue là. Moi, je dirais non, pas nécessairement. Non, pas du tout, même des fois. Et c'est pas... à l'intérieur de la démarche qu'on fait avec elle, on va clarifier ensemble où elle se situe par rapport à cette démarche-là et quelles sont ses zones de vulnérabilité en lien avec la démarche qu'elle est en train d'entreprendre. Et on va par exemple ralentir le processus pour permettre à cette personne-là d'établir avec ses proches, avec des professionnels, un filet de sécurité qui va lui permettre d'avancer de manière sécuritaire. Fait que non, les gens sont pas toujours prêts. Sont rarement prêts. Des fois, ils disent ce qui arrive, puis ils disent qu'ils sont prêts. Puis là, je dis, écoute, alors je vais avoir besoin quand même qu'on regarde ça ensemble, parce que moi, je t'accompagne, donc j'ai besoin de savoir quel impact ça peut avoir dans ta vie, où est-ce que tu en es, qui est ton réseau de soutien, tout ça. Donc, on va l'explorer quand même. Puis les gens viennent parfois souvent, avec une charge émotive importante. Hein? C'est pas rien ce qu'ils ont vécu, puis c'est pas rien ce qu'ils sont en train de vouloir mettre en place. C'est quelque chose d'important. Donc, ils arrivent avec une charge émotive qui est tout à fait légitime. Et puis, il y en a qui viennent avec l'idée de prendre cette charge émotive-là et de la transférer à l'autre. Donc, ça se fera pas dans la quiétude, la douceur et la bienveillance. Ça va se faire dans un climat qui est beaucoup plus, je dirais,
tendu, affirmatif, mais rien dans ce qu'on n'aura pas déjà préparé avec l'autre, dans sa capacité de part et d'autre d'être capable d'entendre et d'envisager que le chemin qu'ils sont en train de prendre peut les amener vers ça. Parce qu'il y a des gens qui viennent pour signifier que c'est terminé. Il n'y aura plus jamais de lien. Et ils veulent un espace sécurisé pour pouvoir l'aborder. Fait que on y va à ce moment-là, il n'y a pas de souci. OK. Fait que les gens, ils n'ont pas nécessairement toujours fait une démarche avant, ils n'ont pas nécessairement côtoyé des organismes comme nous, là, comme le Calax, ils n'ont pas nécessairement bénéficié de soutien. Parfois oui, parfois non. Exactement. Des fois, ils viennent de leur propre chef. Ce qui est important, par contre, c'est que les organisations qui travaillent avec les personnes victimes, ils doivent connaître ces ressources-là. Autant le Centre de services de justice, le Centre de services de justice réparatrice, que Équijustice, parce que quand des personnes manifestent des attentes qui peuvent être en lien avec ce qu'on offre comme service, ben, il faut que les gens puissent savoir et les accompagner dans ces démarches-là. Là. Effectivement, puis c'est pas rare qu'on l'entend, nous, dans nos groupes de soutien, de dire, tu sais, j'aimerais tellement lui dire ça, j'aimerais tellement lui mentionner comment ça me fait mal, j'aimerais, tu sais, puis dans le fond, ça se peut. On pourrait aller au-delà de cette demande-là, puis effectivement, tu sais, de voir justement à ce que ces personnes-là sont encadrées pour pouvoir partager, puis pour pouvoir énoncer tout ce qu'ils ont à dire aussi là, à l'agresseur, là, effectivement. Tantôt, ça m'a fait penser, est-ce que les personnes viennent vers vous aussi dans une genre de rage contre le système de justice? Est-ce qu'ils arrivent en disant « Vous êtes ma seule alternative » ou « Vous êtes ma dernière alternative » ? Est-ce que c'est comme en réaction au système de justice qu'on vient vers vous ou pas nécessairement? Pas nécessairement. Okay. Parce qu'il y a des gens qui sont pas allés vers le système de justice. Donc, il y en a qui ont tenté d'y aller. La cause n'a pas été entendue. D'autres, ça a été entendu, il n'a pas été reconnu coupable. D'autres, bon, il y a toutes sortes de scénarios possibles, mais il y a des gens c'est sûr que les gens qui viennent suite à une démarche dans le processus judiciaire, ils ont trouvé là assurément une réponse à certains de leurs besoins, j'imagine, mais c'est clairement pas suffisant. Et donc, ils ont besoin d'aller un peu plus loin. Tu sais, le système de justice, il est fait de manière à ce que l'auteur du crime, on le met dans une posture où il ne va pas reconnaître sa responsabilité. Hein? Il va tenter par tous les moyens possibles avec son avocat d'amoindrir. Bon. De se défendre. Exactement. Puis en violence conjugale, en violence intime, plus souvent qu'autrement, c'est les deux personnes qui savent véritablement ce qui s'est passé. Et quand la justice, disons, a fait son travail, là, d'avoir des espaces où là, tu te dis, ben écoute, là, il n'y a plus de jeu d'avocat, il n'y a plus de jeu de... Là, on est ailleurs, on est dans un autre temps, et j'ai besoin que tu reconnaisses. Toi puis moi, on sait. Et à cette étape-ci, j'ai besoin que tu reconnaisses que tu l'as fait et que j'y suis pour rien dans ce qui s'est passé. Fait que c'est un des scénarios possibles. Okay. Je sais pas pour vous, là, mais... Ben, c'est un peu la même chose, hein, mais tu parles de la honte, la culpabilité. C'est important. C'est pas des aspects que le système de justice va traiter. La partie des émotions, des perceptions, comment on s'est senti, ce qu'on aurait voulu se dire. Alors, c'est ça qu'ils viennent chercher, je pense, dans nos services. D'avoir la réponse au-delà de coupable, donc coupable, mais vraiment plus de la raison ou d'une motivation, des excuses franches ou de mettre en situation. Sûrement que ça fait du bien aussi à entendre. Oui, puis ce que Chantal ramenait sur la question de communauté, je pense qu'à travers puis je pense, là, puis peut-être que je dis n'importe quoi, parce que d'une personne à l'autre, ça peut être très différent, mais je pense qu'il peut y avoir là une forme de reconnaissance. Quand le juge communautaire, quand le juge dit qu'il est reconnu coupable, mais est-ce que c'est suffisant? Ben, pour certaines personnes, assurément, pour d'autres, non, puis ils cherchent d'autres avenues pour répondre à leurs attentes. Fait qu'il y a comme quelque chose d'encore plus dans la reconnaissance aussi, j'ai l'impression que ça amène.
Autre chose, qu'est-ce que ça amène de plus de faire des démarches en justice réparatrice que le système de justice amène? Est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous semblent importantes à souligner? Mais tu sais, tu parlais Luc t'en parlait de la responsabilisation. C'est important que, au-delà de reconnaître que la personne prenne la responsabilité puis vienne la porter, cette responsabilité-là, autant pour lui, la personne auteur, que pour la personne victime. Donc, d'être entendu, d'être reconnu, d'être validé, de pouvoir poser des questions, de pouvoir essayer de mieux comprendre, d'explorer les conséquences, de pouvoir déposer ce qu'on a vécu. C'est extrêmement important. Puis c'est des choses que malheureusement le système de justice permet peu parce que on a beaucoup plus des procédures en tête que des moyens de s'exprimer, de dialoguer, évidemment. Effectivement, puis on a souvent comme la fameuse déclaration de la victime. C'est le moment, le seul moment où souvent que la personne, la victime va pouvoir prononcer et mettre un peu mettre en tout cas à jour comment qu'elle se sent, mais c'est assez bref, puis parfois aussi retranché, ou en tout cas dans des contextes qui sont peut-être moins dans la bienveillance, dans la sécurité, comme on a parlé. Fait que clairement, on peut aller au-delà de ça. Et au tribunal, ça se fait en silo. Donc, la victime qui fait sa déclaration, elle ne la fait pas en regardant l'auteur. Hein? Elle s'adresse au juge ou elle s'adresse au jury, peu importe. Là, mais, et alors que nous, ce qu'on offre, c'est un espace d'échange entre eux. Donc, ils vont pouvoir se regarder dans les yeux, ils vont pouvoir nommer les choses à celui qui l'a fait, qui a causé ces torts-là. Fait que c'est quand même une dimension qui peut être importante pour une personne. Oui, effectivement. D'avoir cette possibilité-là. Ouais, je pense que tu fais bien de le souligner. Fait que, c'est d'avoir ce désir-là puis d'être rendu là, ça peut être super, ça peut répondre à plein de besoins puis super satisfaisant sur plein de points. Je pensais aussi aux délais. Clairement, vos délais doivent être un peu plus rapides que le système de justice. J'ai l'impression c'est qu'on arrive à répondre à nos besoins, on arrive à la fin de notre cause beaucoup plus rapidement. On parlait tantôt quelques mois. Clairement, ça s'échelonne pas sur 2-3 ans avec des reports puis plein de situations qui peuvent arriver dans le système de justice. Là. Non, effectivement. Je vous mentirais si je disais qu'on n'a pas de délai parce qu'on a plus de demandes qu'on est en mesure de répondre actuellement. Donc, on a des délais, mais n'empêche que quand la machine est en marche, elle est en marche, il n'y a pas de... Et puis en même temps, c'est un peu différent aussi, c'est que la victime, elle n'est pas cantonnée dans ce qu'elle a dit à un moment donné. Qui la poursuit après ça tout le long du processus judiciaire. Alors que chez nous, elle est avec le médiateur, puis j'imagine que c'est la même chose chez vous, elle est dans un espace privé. Donc, ce qu'elle me dit à moi, comme médiateur, c'est pas nécessairement ce qu'elle va dire à l'autre. Elle peut tout à fait bouger. Il y a quelque chose de dialogique qui peut se passer entre les deux, qui fait qu'elle va construire autrement. Il y a des fois des personnes victimes qui vont nous dire, ça va dépendre. Ça va dépendre si je le sens réceptif ou pas. En fonction de ça, elle va décider ou elle va dire, il n'y a pas intérêt à me poser des questions sur ma vie actuelle, il ne saura rien. Puis tout à coup, dans la rencontre, il y a quelque chose qui se passe, puis il y a un peu plus d'ouverture, parce que il y a quelque chose de plus... je ne sais pas comment le nommer, mais les personnes se rendent vulnérables. Exactement, une confiance. Puis il y a des personnes victimes aussi qui viennent voir si cette personne-là est encore une menace pour elle. Ça aussi, il y en a qui viennent voir. Valider. Exactement, parce que peu importe l'intervenant qui va lui dire il est une menace, il n'est pas une menace. Moi, il y a une femme que j'avais rencontrée, puis elle disait, moi, je le connais. Moi, je vais le voir dans ses yeux. S'il a bougé, s'il représente une menace encore pour moi, quand il va sortir de prison. Puis en fonction de choses, je vais devoir prendre des décisions. Ben oui. Puis ça me fait penser, tu sais, dans les violences sexuelles, je veux dire, dans la grande majorité des cas, la victime connaît son agresseur. Fait que d'autant plus je vais le savoir, je vais percevoir si ses excuses sont franches, si la façon dont il va s'adresser à moi, c'est honnête. Je pense que c'est ça les meilleures personnes là, pour le reconnaître dans ces situations-là. Et parfois, il n'y aura même pas d'excuses. Puis des fois, la victime n'en voudra même pas.
parce que il va s'excuser. Qu'est-ce que ça veut dire, s'excuser? Est-ce qu'on peut s'excuser de ça? Je veux même pas les entendre, ces excuses. S'il s'excuse juste pour se faire du bien à lui, ben qu'il se les garde. Moi, j'en ai pas besoin. J'ai plus d'attente à son égard. Donc, mais il y en a d'autres pour qui ça va être important. Ouais. Okay. Donc, c'est très... De là, le cas par cas, puis de l'accompagnement aussi, parce que j'imagine que vous l'avez fait réfléchir aussi à savoir qu'est-ce que ça ferait pour toi des excuses, puis tu sais, à quel prix tu vas avoir des excuses, puis c'est quoi la signification aussi, là. C'est intéressant, c'est vrai qu'on pense que c'est comme la chose qui va être demandée, mais dans le fond, peut-être pas. Peut-être pas. Peut-être pas. Non, les excuses, le pardon, c'est pas une finalité. C'est tellement personnel pour chacun, selon l'histoire de chacun, leurs valeurs, leur vécu. Non, c'est vraiment pas une finalité. Qu'est-ce qui serait plus recherché à ce moment-là? Qu'est-ce qu'elles veulent savoir, les victimes? Pourquoi elles veulent les confronter? Puis encore là, j'utilise le mot confronter, mais est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce qu'elles sont en confrontation avec l'agresseur, avec la personne qui a commis le délit, ou... Bien, confrontation, ça dépend. Ça dépend comment elles se sentent. Hein? Évidemment que tout peut se dire dans le respect, mais donc on a affaire à plein d'émotions. Ça peut être de la colère, du dégoût, de la tristesse, de la déception. Il y a plein d'émotions qui peuvent survenir. Mais en fait, qu'est-ce qu'elles peuvent se dire en confrontation? Je pense qu'il y a une question de fond qui ressort, que je pourrais résumer très globalement avec un pourquoi. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi tu as fait ça? Comment tu as pu faire ça? Comment tu te sentais? Qu'est-ce qui t'a amené à faire ça? C'est de comprendre au-delà de l'atrocité du geste ou comprendre la nature humaine, je dirais, de comment on peut continuer à vivre de part et d'autre en ayant soit vécu ou posé ces gestes-là. Donc, c'est ça, je dirais, le principal élément clé de l'échange, c'est comment tu as vécu ça, puis qu'est-ce qui fait que et comment on continue. Intéressant. Fait qu'on est beaucoup dans le pourquoi, puis qu'est-ce qui s'est passé, puis je veux de faire du sens avec cette situation-là qui... Chacun selon son histoire, évidemment. On parlait de culpabilité, il y a de la honte, il y a de l'incompréhension. Puis là, on parle de nos rencontres de justice réparatrice, mais chez nous, on a aussi des thèmes apparentés. Alors, on a des ateliers sur qu'est-ce que ça a engendré, les ruptures familiales, que le crime ou la violence a engendré, le fait de ne pas avoir été protégé, par exemple, par sa mère, qui était soit informée ou non des violences sexuelles. Donc, il y a plein d'angles. On ne peut pas vraiment prévoir d'avance. C'est surtout d'en discuter avec chacune des personnes pour voir comment eux, ils vont s'approprier cette démarche-là, parce que c'est leur démarche. Nous, on les accompagne, mais c'est leur démarche d'abord et avant tout. Je trouve ça beau, puis je trouve ça sain aussi comme processus. Puis tu sais, justement, un peu par les violences sexuelles, ils ont été dépersonnalisés de leur corps. Ils ont été, tu sais, fait qu'il y a comme quelque chose d'en reprendre le pouvoir. Puis un autre petit aspect qui me fait aussi qui fait un clash, qui fait une différence avec le système de justice, c'est beaucoup au rythme de la personne, selon les besoins de la personne, puis c'est pas juste des étapes, puis l'enquête préliminaire, puis la déclaration, il y a comme quelque chose on y va à ton rythme, on y va avec tes besoins, puis on y va selon ce que tu veux avoir comme réponse aussi. Fait que c'est vraiment au cas par cas, fait que ça doit quand même aussi amener certains défis au quotidien. Quelles sont les limites que vous rencontrez, ou des choses des besoins peut-être auxquels vous ne pouvez pas répondre au day-to-day? C'est sûr que ce qui nous intéresse plus là, aujourd'hui, c'est la question de la justice réparatrice en matière de violence conjugale. Bon, là où il y a des enjeux qui doivent être clairement mis en lumière, c'est si par exemple le fait d'entreprendre ce processus-là mettrait la personne encore plus en danger. Okay, De sorte que, par exemple, elle souhaite, mettons, rétablir un lien avec cet ex-conjoint-là. Et moi, c'est sûr que à ce moment-là, je n'irai pas de l'avant. Parce que si j'ai le sentiment que cette personne-là va se mettre en danger à travers ce processus-là,
je vais lui dire, par exemple. Parce que moi, il n'est pas question d'instrumentaliser les gens. Il est pas... Donc, je vais lui dire, écoute, j'ai l'impression que ce que tu souhaites mettre de l'avant, c'est de pouvoir rétablir un lien avec lui. Je ne suis pas la bonne personne pour t'accompagner dans ce processus-là. Parce que je pense que si elle souhaite le faire, moi, je ne vais pas juger qu'elle devrait ou pas le faire. Je vais juste lui dire, écoute, moi, je ne vais pas pouvoir t'accompagner. Maintenant, si tu maintiens cette idée-là, qui pourrait t'accompagner de manière sécuritaire pour envisager l'ensemble des questions que ça peut supposer que de réintroduire cette personne-là dans ta vie? Que ce soit le Calax ou une autre source, qui peut t'accompagner pour t'aider à réfléchir l'ensemble de ces... Et ça, moi, je ne peux pas le faire parce que moi, c'est pas mon travail, je suis un médiateur, mais je t'invite à entrer en contact avec quelqu'un qui va pouvoir t'accompagner. Donc, ça, pour moi, c'est quelque chose qui est... C'est toujours présent, la question de sécurité, mais en matière de violence conjugale, ça l'est encore plus. Disons que j'ai un souci encore plus aigu de ces questions-là, où est-ce que le fait d'être en contact avec lui, ça va, sans qu'elle souhaite nécessairement rétablir le lien, est-ce qu'elle peut quand même se mettre en danger? Donc, je vais évaluer. Lui, il est entouré de qui? Quelle démarche il a faite jusqu'à maintenant? Comment il assume ou pas ses responsabilités? C'est plein de questions qui vont m'amener à questionner les questions de sécurité pour pouvoir aller de l'avant. Et il est possible, nous aussi, qu'on ne puisse pas aller de l'avant. C'est jamais le fun à aller dans cette direction-là parce que les gens viennent vers vous parce qu'ils veulent établir ce contact-là, mais ils comprennent que les conditions pour qu'on puisse aller de l'avant ne sont pas réunies. Donc, c'est pas possible. Mais je ne vais pas lui dire que c'est une fin de non-recevoir. Je vais lui dire, dans le contexte dans lequel ta demande, elle est faite aujourd'hui, c'est pas possible. Voilà ce que... Puis là, on discute. Qu'est-ce qu'elle peut mettre en place pour lui permettre d'avancer de manière sécuritaire dans le processus? En toute authenticité puis en toute transparence de dénoncer les faits, puis c'est pas juste un dossier fermé, là. Il y a comme quelque chose qui est partagé. Oui, parce qu'elle peut le faire sans nous. Oui. Hein? Plusieurs femmes le font sans être accompagnées. Donc, à partir du moment où elle vient vers nous, je pense qu'on peut... Il faut être capable de lui dire, je ne suis pas la bonne personne, mais regardons ensemble qui pourrait t'accompagner. Puis la sécurité revient encore et toujours, hein? C'est fou comment que c'est comme le respect, la sécurité, on veut s'assurer que tout le monde se sente bien, puis qu'évidemment, ça n'ait pas d'impact, que ça n'ait pas d'autres impacts là, sur les victimes, ou même sur les personnes, sur tout le monde, dans le fond. Chantal, des limites que tu pourrais rencontrer, des inconvénients peut-être parfois au système? Bien, en fait, je pense que Luc a tout dit. Là, c'est une question de sécurité, la sécurité affective aussi. Mais chez nous, notre principal défi, mais qui est en même temps très motivant, c'est de pouvoir faire des pairages qui correspondent bien aux besoins des gens. Alors, c'est pour ça qu'on établit plein de partenariats avec différents organismes et puis pour parvenir à être en mesure de répondre aux besoins. Parce que pour que ça soit significatif, il faut que vraiment les profils se ressemblent, si je peux me permettre d'utiliser ce terme-là. Se rejoignent. Chose certaine, il faut que ça se rejoigne. Okay. Juste avant de pouvoir conclure, juste être certaine, au niveau des frais, est-ce qu'il y a des frais par rapport à vos services? Comment les personnes peuvent y avoir accès? C'est 1 000 $ l'heure chez nous. Ça vaut la peine? C'est la même chose chez vous? Oui. À partir de maintenant? Oui. Non, on est un OBNL, donc les services sont gratuits. Gratuit. La même chose pour nous. Tout à fait gratuit. Bon, ben, quelqu'un qui hésite à appeler, puis je pense tantôt aussi, Luc, tu as comme ouvert la brèche, on peut tout le faire par nous-mêmes aussi, d'affronter ou d'aller vers notre agresseur, vers quelqu'un qui aurait commis un délit semblable. C'est quoi l'avantage de cogner à vos organismes, à votre porte? Qu'est-ce qu'une personne qui hésite, là, pourquoi elle devrait venir chez vous? Ben, l'accompagnement, je pense que c'est l'accompagnement, le fait qu'on... En fait, on connaît bien ces processus-là, mais surtout, on est à l'écoute des gens, on est là pour les soutenir, les faire réfléchir, et puis tout le contexte sécuritaire qui pour moi est primordial, tu en parlais tout à l'heure, hein, de pouvoir s'exprimer, poser ses questions,
vivre des émotions dans un contexte où on se sent en sécurité, c'est primordial. L'accompagnement peut jouer beaucoup. Oui. Bien sûr. Je pense que Chantal a bien résumé toute la question du travail de préparation qui nous amène vers cet échange-là, tout l'accompagnement tout au long, les questions de sécurité. Moi, il y a déjà quelqu'un à qui j'étais allé présenter l'invitation qui m'avait dit, ben pourquoi elle vient pas me parler? Puis j'avais dit, ben écoute, c'est ce qu'elle fait. C'est ce qu'elle fait, mais elle pense que si vous êtes accompagné, ça peut mieux se passer. Mais c'est ça qu'elle fait, établir un dialogue avec toi. Ouais. Fait que c'est d'aller chercher des outils, d'aller chercher quelqu'un, d'aller chercher quelqu'un qui va être là pour nous soutenir, nous préparer aussi. Si la réponse est oui, mais si la réponse est non, comment tu vas réagir, qu'est-ce que tu vas faire? Fait que de pouvoir avoir tout ce soutien-là. Le soutien après aussi, dont on parlait tantôt, d'avoir un petit appel après, 6 mois après, comment ça se passe, qu'est-ce qui se passe dans ta vie. Je pense que c'est toutes des choses à ne pas négliger là, dans les différentes étapes. Fait que clairement, vos organismes peuvent être aidants pour ça. Ben merci beaucoup. Merci infiniment. J'espère que ça a permis à tout le monde d'un peu mieux comprendre le fonctionnement là, du système de justice réparatrice. Fait que un grand merci, Luc d'Equijustice, Chantal du Centre de services de justice réparatrice. Évidemment, toutes les coordonnées vont être partagées là, en bas du balado pour que vous ayez accès à ces précieux organismes. N'hésitez pas à les solliciter si vous avez besoin d'avoir du soutien, des réponses, des réponses à vos questions, puis d'aller au-delà de vos démarches. Donc, dans le prochain épisode, et ce sera déjà le dernier, le 3e épisode, on va se plonger sur l'IVAC, donc une indemnisation qui est offerte aux victimes d'actes criminels, et on va pouvoir en parler un petit peu plus parce que c'est souvent un service qui est méconnu des personnes victimes. Donc, à bientôt!